Bienvenue et Caribou! Excellence Morez est une chaîne née d'une synergie entre différents acteurs motivés, fiers d'honorer les couleurs et les valeurs de leur île. Nous y partageons de nombreuses émissions riches et passionnantes. J'espère que vous passerez un agréable moment à nos côtés et que vous en apprendrez davantage. Bon, je vous retiens pas plus. Bonne écoute! Et d'ailleurs, ça se voit jusqu'à maintenant. Tout le monde me dit: «Mais tu ne veux pas partir, habiter même en province?» Non, moi j'adore Paris. Ça, c'est une certitude. Ouais. D'accord et il y a une anecdote dont tu m'avais parlé quand tu es arrivée, en métropole. Est-ce que tu peux un petit peu, nous la raconter? Ah, c'est, l'histoire de l'escalator. L'escalator, c'est ça? Voilà. Pour moi, ce moment a été un vrai apprentissage pour moi. J'arrive, j'avais jamais voyagé auparavant. J'arrive à l'aéroport, Charles de Gaulle, et avec ma petite valise, mes petites chaussures aux pieds comme normal et je me retrouve devant cet escalier qui roule. J'avais jamais vu. Il faut rappeler le contexte, c'était il y a plus de 30 ans. Heu, donc même à la télé, je pense que je prêtais pas attention forcément à regarder, les éléments, donc voilà, j'arrive devant ce truc et je me dis: «Waouh, 1er obstacle devant moi. Ça va être compliqué» parce que déjà là, j'ai juste envie, si j'avais eu les moyens, j'aurais fait demi-tour, j'aurais repris l'avion et retourné à Mayotte. Mais là, j'ai pas les moyens, j'ai pris un aller simple, un billet que je vais me payer moi-même. Donc là, il va falloir, y aller. Donc je reste devant cet obstacle. Je regarde, je suis figée, je suis tétanisée, je fais face à ma peur et il y a rien qui compte. Je ne vois même pas les personnes qui l'empruntent naturellement. C'est juste, je fais face à cette peur, c'est un mur de peur qui est là et là, au bout de 30 minutes, il y a un policier de la PAF, hein, la police de frontière qui arrive et qui me demande, «Est-ce que je peux vous aider?» Je pense qu'il avait remarqué que il y avait un problème, et là je lui dis: «J'ai peur de prendre cet escalator, j'en avais jamais vu auparavant». Il sourit, mais il me comprend, je pense que j'étais pas la première non plus et il me dit de le suivre et là, je lui dis: «Est-ce que je peux vous attraper par le bras?» Il me dit: «Non, non, non, parce que la prochaine fois, il faudra que vous le fassiez toute seule» et à cet instant, il me dit de regarder comment faire et en fait, cette expérience me poursuit jusqu'à maintenant parce que lorsque je fais face à un obstacle, au lieu de rester figée sur la peur, sur, la difficulté, je prends une respiration, je regarde autour, comment je peux contourner cet obstacle-là? Comment je peux faire pour, sortir de cette, difficulté? Et donc, cette expérience m'a permis d'abord me dire: «Bah, il faut observer, vraiment regarder ce qui se passe, chercher, l'équilibre» parce que parfois ça tangue et parfois tu te dis: «Bah, tu vas tomber» mais c'est en faisant les choses que tu retrouves cet équilibre, et tu avances, comme ça. Voilà, donc c'est vraiment une leçon de vie qui m'a fait grandir, ce jour-là, et il y a aujourd'hui la peur, oui, il y a une peur qui arrive, mais je reçois tout de suite, l'information qui me dit, qu'est-ce que cette peur, vient t'apprendre? Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, donc C'est vrai que ça fait sourire, quand on pense le fait d'avoir peur, d'un escalator, mais en y repensant, c'est totalement logique. À l'époque, enfin, c'est comme un ascenseur, en fait, qu'on n'a pas l'habitude. C'est un peu bizarre et voilà, ça fait peur et je suis contente que ça soit finalement, une une leçon, leçon. voilà, qui t'ait marquée et qui continue de te suivre, aujourd'hui. Hem, Ouais, avancer malgré le vertige. Avancer quand même malgré le Exactement. vertige, malgré la peur, ouais. Oui, parce que c'est totalement normal d'avoir peur.
enfin, c'est Ben rien tout à de fait, plus. c'est une émotion, normale, hein, tout à fait. Mmh. Avant de continuer sur, notre lancée, il y a une question qui a été posée par, Raphaël. Il demande: «Avez-vous été aidée pendant vos études? Est-ce que vous vous débrouillez toute seule? Quelle a été la première, non, la plus grande épreuve qui a été surmontée?» Donc est-ce que tu as été aidée pendant tes études? Est-ce que tu te débrouillais toute seule? Et quelle a été la première épreuve que, tu as dû surmonter? Alors, la première épreuve, pour moi, ça a été, quand lorsque je suis arrivée, dans mes études, je suis arrivée en plein milieu enfin, en plein milieu de l'année, oui, puisque je suis arrivée en janvier, or les études avaient commencé en septembre. Je me Mmh. retrouve dans une classe, où, tous les copains, les groupes se sont formés, et cetera. Et je vais me retrouver, toute seule et je vais voir, il y a des gens qui viennent gentiment me voir en me disant: «Bah, en fait, si tu veux être intégré dans un groupe, il faut, bah, venir avec nous et il faut fumer». On peut, c'est comme ça comment on fait on se fait des amis. D'accord. Comme je l'ai dit, auparavant, moi, on m'influence pas, en fait. Donc je vais rester, je vais dire: «Bah, en fait, si les gens veulent me connaître, ils me connaîtront autrement, mais ce sera pas ni avec la cigarette, ni avec l'alcool, ni avec autre chose». Ça a été dur au début parce que je me retrouve vraiment toute seule, mais rapidement quand même, je vais, faire des rencontres et des rencontres qui vont rester puisque j'ai gardé mes amis, du début de ma vie parisienne, jusqu'à maintenant, et qui apprécient la femme que je suis, qui ne déroge pas à ses valeurs, à ce qui lui semble, être important. Ensuite, est-ce que j'ai été aidée? J'ai la chance de tomber dans ma belle famille, qui parlent beaucoup. Alors c'était des enseignants, hem ils m'ont jamais jugée par, ce parcours chaotique alors qu'ils étaient agrégés de maths, qui vont plus me questionner sur mes envies, mes ambitions, ce qui fait sens pour moi. Et en fait, finalement, à travers, ces échanges, je me rappelle c'est dans la cuisine de ma belle-mère où on passait beaucoup, beaucoup de temps à échanger, finalement, je crois que j'ai appris le développement personnel à travers ces échanges-là avec eux. Et donc, grâce à ce questionnement, je vais vraiment petit à petit, trouver de la congruence, entre ce que je suis moi, ce que je dis et ce que je vais faire. Voilà, je pense que c'est dans la communication, dans l'échange avec eux. Mais il n'y a jamais eu d'accompagnement spécifique, sur mes choix d'études, ni même un accompagnement dans, comment travailler, pas du tout. Vraiment, j'ai essayé en fait, j'ai essayé. Par contre, je vais jusqu'au bout des choses. Et puis après, on essaye autre chose s'il faut, mais j'abandonne rarement, parce que je fais face à un obstacle. Voilà. D'accord. Et quand tu discutais, dans cette cuisine avec ta belle-mère, c'était à quelle période de ta vie? Tu avais à peu près quel âge, que tu Heu, découvrais cette notion de développement personnel? Bah, assez rapidement, je dirais vers, 21 ans, 21 ans. Je vais vraiment passer beaucoup, beaucoup de temps avec, cette belle-mère, qui était devenue ma mère, spirituelle, hein, ma belle-mère, mais en même temps Mmh. ma mère spirituelle. Parce qu'elle va beaucoup, m'apprendre à m'aimer à aimer ma culture parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai rejeté aussi cette, culture qui me pesait, m'a fait aimer tous les contours tout ce qui me représentait, ce que j'étais. Voilà.
Merci beaucoup. Avant de continuer encore, j'ai 2 questions, qui ont été posées, par, dans la Boucle. lors des discussions. C'est ça. La première question, c'est pourquoi le choix du master en sciences sociales? Tout simplement, je vivais une période, sombre de ma vie, la maladie, j'ai vécu, une expérience douloureuse, heu, suite à un retour à l'emploi, la réintégration professionnelle alors que je travaillais déjà à l'époque, j'ai travaillé dans les ressources humaines, dans la réinsertion professionnelle et je me suis rendu compte que, finalement connaître l'humain, permettait de l'accompagner, sans préjugés, sans, je sais pas comment on peut dire ça, mais je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne, à un moment donné, se laisse aller, tombe dans la dépression parce que c'est ce qui aurait pu me conduire, ça aurait pu me conduire vers, ça. Et qu'est-ce qui fait que une personne va décider d'avancer dans un groupe, essayer de faire comprendre ce qu'il traverse et être entendu et compris, ou pas être compris, mais en tout cas ne pas être dans le jugement. Voilà, donc c'est tout ce cheminement et en ce moment-là, j'ai eu aussi un accompagnement qui va me permettre finalement de mobiliser mes ressources heu pour, retrouver ma vitalité, cette confiance en soi qui a été altérée par, l'épreuve de la maladie et du retour à l'emploi. Ça m'a permis aussi de me faire comprendre, et cetera et je me suis rendu compte que mon cas n'était pas si isolé que ça et l'idée de reprendre les études une fois que j'ai été rét qu'on j'avais retrouvé ma santé, me permettait finalement de m'appuyer sur mon expérience de vie, mais aussi, avoir un diplôme qui allait permettre aussi d'être, enfin en France, on a besoin de diplômes pour, avancer et donc voilà la raison Mmh. pour laquelle, j'ai entrepris mes études, après. D'accord. Donc c'est à la fois l'épreuve que tu as subie personnellement avec, la maladie et le Ouais. retour à l'emploi, Bah, c'est qui toujours, hein, t'a fait oui? comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai du mal avec l'injustice. Donc pour Mmh. rétablir l'injustice, à l'époque, je me serais battue. Aujourd'hui, je rétablis l'injustice, par, la création, le mouvement, et pour ça, voilà, c'était une sorte de pas de revanche, mais de me dire: «Voilà, peut-être on n'a pas su m'accompagner parce que c'est quelque chose auquel on n'en parle pas et je vais utiliser cette expérience douloureuse pour finalement transformer cette vulnérabilité en force. Voilà. Oui et donc, à travers tout ça, tu vas pouvoir, éviter est-ce que ça t'arrive enfin, ce qui t'est arrivé arrive à d'autres personnes, Exactement, qui ne seraient pas aussi écoutées, quoi? D'accord. exactement. Hem Avant enfin, je sais que mes questions vont être un petit peu, voilà, ça va être un peu perturbant peut-être, mais il y a une question qui a été posée dans, la discussion qui demande: «C'est quoi un courtier?» parce que tu as parlé tout à l'heure d'un courtier, le fait que parmi tes clients, tu avais des courtiers et il y a une D'accord. personne qui comprend pas trop ce que c'est, Un tu peux expliquer? courtier un courtier, c'est comment est-ce que je peux dire ça? Lorsque on prend, une assurance, une entreprise par exemple veut, prendre une assurance, pour, ses salariés. Mmh. Au lieu de s'embêter à dire, de je veux prendre, une offre qui est déjà établie, va voir un courtier, qui va, réfléchir aux problématiques de l'entreprise, les difficultés de l'entreprise
pour construire une offre qui sera adaptée, exactement à l'entreprise. Voilà. Donc, on a des courtiers, hem, pour l'immobilier, pour, Mmh. un crédit, pour, une assurance, et cetera, et OK. cetera. D'accord, donc c'est un peu la personne qui va, chercher l'offre adaptée à nos besoins, quoi. Exactement, voilà. Il fait l'intermédiaire entre, l'assureur, l'entreprise ou la personne Mmh. et la boîte d'assurance. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est assez clair et n'hésitez pas à nous dire par message, enfin, par message, dans, le Chat. signe de la discussion, dans le chat, si vous avez d'autres questions, si jamais vous voulez des précisions. Heu, on est là pour ça et heu et je pense que, Fatima sera, ravie d'y répondre. Donc, on a parlé un petit peu du départ de Mayotte, l'arrivée dans l'Hexagone. Est-ce que parfois tu as eu le mal du pays? Enfin, tu as dit tout à l'heure que les plats te manquaient un petit peu. Est-ce Oui, que oui, oui. tu t'es posé la question des fois de: «Est-ce que je rentrerai pas un petit peu?» Alors, la première année, je suis rentrée, Mmh. heu et 2 ans après, je suis retournée, mais rapidement, mes parents sont il y a la famille qui est venue, s'installer ici et du coup, c'était beaucoup plus simple, pour moi. Le Mmh. manque du pays a été, enfin, atténué, voilà, puisque les parents étaient là. Mes D'accord, donc parents, mes sœurs. Pardon? maintenant vous vivez en Île-de-France, c'est ça? Pas tous, mais il y a une D'accord. partie qui est en Bretagne, une partie en Vendée, une partie à Mayotte, une partie en Île-de-France, voilà, ouais. OK, OK. Et pourquoi le choix de l'Île-de-France d'ailleurs? Je te l'ai pas demandé tout à l'heure, mais est-ce que c'était juste parce que c'est la capitale, enfin Paris, ou il y avait une autre raison Les derrière? opportunités. D'accord. Des opportunités et puis Paris me fascine, m'a toujours fascinée donc voilà. Mais les opportunités m'ont amenée ici, ouais. OK, très bien. Alors, je te remercie. Donc on a fait un petit peu cette première partie, la découverte de ton univers, ton parcours. Maintenant, je t'invite à ce qu'on évoque un peu plus ta carrière et plutôt, tes multiples casquettes. Donc, j'avais noté, la casquette de l'entrepreneur, celle du coach personnel, et celle de, la conférencière. Heu, J'aimerais bien qu'on évoque, un par un, ces aspects-là ou s'il y a d'autres aspects que tu voudrais, évoquer, ici. Donc, d'abord pour commencer, le métier d'entrepreneur. Heu, donc qu'est-ce que tu fais sous ta casquette d'entrepreneur exactement? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, je suis déjà entrepreneur de ma vie, hein. Ouais. Ça, il faut pas l'oublier. C'est très important d'ailleurs, être, entrepreneur de sa vie. Ne pas subir, être, acteur, de sa vie, prendre ses propres décisions. Bien sûr, consulter les autres, mais c'est pas les autres qui ont le dernier mot, c'est toi. Mmh. Donc c'est important. Donc entrepreneur, je suis devenue entrepreneur donc à l'issue de cette difficulté que j'ai rencontrée dans ma vie, heu et je savais que, pour faire passer, un message, transmettre un message, c'est pas en étant dans l'activité de salariat que j'allais pouvoir le faire et donc il a fallu que je décide de travailler à mon compte et du coup de ne pas avoir, heu, des, ne pas être, enfin tout ce que j'allais faire, c'était mes propres décisions, c'était mes propres choix. J'avais pas de contraintes. Voilà la raison pour laquelle je suis devenue entrepreneur et tu as évoqué le coaching, alors c'est du coaching personnel, mais on appelle ça plutôt du coaching de rétablissement. Parce que je me suis OK. spécialisée, dans des personnes,
les personnes qui vivent avec une certaine vulnérabilité, qui vivent avec des épreuves difficiles, notamment la maladie. Donc voilà, ça fait aussi Mmh. écho à mon histoire. Donc j'accompagne des personnes qui sortent de qui découvrent, qu'ils ont des graves maladies et qui vont rester en arrêt de longue maladie. Et qu'à un moment donné, lorsque, leur santé leur permet, retournent au travail et on ne prend pas en compte tout ce que la maladie a pu, bousculer pendant cette période-là. Donc pendant cette période de convalescence, je rentre en contact avec eux pour les accompagner, comme je le disais, à mobiliser leurs ressources, à les accompagner à développer, ou à comment oui, à mobiliser leurs ressources, à retrouver leur vitalité, afin de retrouver leur équilibre de vie. Voilà, c'est vraiment cet équilibre de vie parce qu'on sera plus jamais comme avant. Même si on le veut, la maladie a tellement changé, physiquement, l'estime de soi est altérée, la confiance en soi, il y a aussi, la santé émotionnelle qui a été ébranlée, il y a le couple parfois qui vacille ou qui saute. Il y a les enfants aussi qu'on embarque là-dedans, la santé sociale, la santé émotionnelle, la santé relationnelle, tous ces aspects de notre vie, vont être ébranlés. Donc l'objectif de cet accompagnement, c'est de les accompagner individuellement, à retrouver donc, cette énergie qui leur manque, leur second souffle. Voilà. Ensuite, je suis consultante, en effet. Là, cette fois-ci, je vais accompagner des équipes ou des organisations à créer les conditions, favorables au bien-être de leurs salariés, qui reviennent des arrêts de longue maladie. Donc l'idée toujours, c'est de développer donc, cette performance qui est attendue dans l'entreprise, mais tout en prenant soin de leurs collaborateurs parce que l'idée, c'est de pérenniser ce retour, pour que tout le monde soit gagnant-gagnant, la société, l'entreprise et l'individu. Voilà et la conférence, c'est aussi, un autre moyen de faire bouger les lignes, hein. La conférence, c'est plus, on va questionner, c'est semer des graines, c'est, questionner nos certitudes, c'est susciter, éveiller les consciences aussi, afin de heu, d'ouvrir une autre façon de voir, le monde et peut-être aller vers un changement qu'on n'aurait jamais pu, penser ou espérer, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, on va ouvrir des perspectives, autres que ce qu'on connaissait. Donc là, on est plus dans le côté un peu populaire. Voilà. Mais D'accord. l'objectif final reste toujours le potentiel humain. Voilà, c'est ça mon objectif, que ça soit du coaching individuel, le consulting, les conférences, reste le potentiel humain. OK. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que dans, les réalités, les relations salariés entre enfin, entreprises, tout ça, on pense rarement, à l'après-maladie. En fait, c'est souvent, OK, arrêt maladie, tu reviens au travail, tout va comme, sur des roulettes, on passe à autre chose, alors qu'en vrai, c'est pas ça. C'est un saut C'est dans le vide, hein. C'est un saut dans le vide, c'est une deuxième épreuve, d'ailleurs souvent, 1 personne sur 3 perd, ou change d'emploi après, 3 mois après le retour à l'emploi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, compris, et même si moi je me prépare parce que, dans mon accompagnement, dans le coaching de rétablissement, on prépare et on anticipe son retour à la vie sociale et professionnelle. Je peux toujours me préparer, mais si l'entreprise n'est pas prête à accueillir une personne vulnérable, qui a développé en plus des compétences qui peuvent être utilisées dans l'entreprise, on va jamais se rencontrer en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de ces sujets
parler, c'est pas parce que, je suis en rémission que je suis guérie. C'est pas parce que mes cheveux ont repoussé, c'est pas parce que j'ai me suis étouffée, c'est pas parce que, je me suis maquillée que, j'ai retrouvé ma pleine santé. Il faut savoir que Mmh. la santé, c'est un état de bien-être complet, physique, mental et social, relationnel et cetera et non l'absence, de symptômes ou d'handicap et on a tendance à penser, que la santé, c'est juste, heu, le côté médical et physique et qui se voit. Voilà. Mais surtout qu'en fait, l'un influence l'autre. La santé Ex mentale, elle va influencer le physique et cetera. mais Donc complètement, mais complètement. Si on oublie un aspect de la santé, c'est sûr que l'autre va être, aussi, ébranlé. mmh et j'ai trouvé ça également intéressant que des entreprises prennent aussi l'initiative de faire cette démarche pour les salariés. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on pense seulement argent, mais on ne pense pas nécessairement à les Invest personnes qui permettent justement d'obtenir cet argent-là. Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué sur les entreprises qui font cette démarche? Qu'est-ce qui les motive finalement à faire ça? alors, c'est pas simple. C'est pas du tout simple, c'est la raison pour laquelle, que je dis: «Je suis entrepreneuse de ma vie», parce que j'ai commencé à moi, je suis rentrée dans les réseaux sociaux, dont le seul but, c'était de parler de ce qui se passe, dans la vraie vie. L'idée, c'était pas Mm, du tout d'être, aller vers un côté larmoyant ou, heu, où j'allais susciter, «Oh là là, la pauvre fille, la victime», je ne voulais absolument pas ça. Je voulais en parler de manière à éveiller les consciences et de se dire c'est questionner nos certitudes, hein. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que, cette santé? Est-ce qu'on sait ce que c'est que des maladies chroniques? Donc je suis mm, rentrée par ce biais-là pour raconter un peu mon histoire, tout en me dissociant de cette histoire. C'est assez particulier, la manière dont je raconte, l'histoire afin, d'entendre des gens qui vont se dire: «Ah bah oui, en fait, j'avais pas vu ça comme ça» et puis, j'ai profité lors, des rendez-vous tels que Octobre Rose, pour aller, à la Défense, taper des portes à des entreprises et leur dire, «Voilà, j'ai un projet, c'est de venir parler d'Octobre Rose ou ça peut être la semaine de l'handicap, ça peut être n'importe quel rendez-vous du calendrier où on va parler de la maladie, pour venir mm. parler de cette histoire et en prenant toujours l'exemple sur moi. Et quand on me voit arriver, maquillée, coiffée, debout, fière d'être là, je leur pose la question: «Est-ce que vous pourriez croire que je souffre d'une maladie chronique? Est-ce que vous pourriez comprendre? Est-ce que vous pourriez voir que j'ai un handicap, lorsqu'on me voit comme ça?» Et à partir de là, il y a quelque chose qui change. Mm. Voilà, c'est vraiment c'est en ce moment-là qu'on va déclencher le passage à l'action et lorsqu'on a touché une grosse entreprise du CAC 40 et qui en parle sur le réseau en disant: «Voilà, on a accueilli Fatima Trécoire qui est venue nous partager son expérience de vie et tout ce qu'elle propose», ben, en fait, il y a ça se construit derrière et après d'autres vont m'appeler et cetera et donc moi, lorsque j'ai commencé, j'ai ouvert mon cabinet. C'était à peu près il y a 7 ans où je l'ai appelé, résilience RNS coaching, c'est résilience nouveau souffle et l'idée c'est je parlais de la résilience alors que c'est tout récent où on parle beaucoup de cette résilience, alors que moi à Mm. l'époque c'était une façon de rebondir, même si on a été cabossé et de se dire: «Bah, on peut rebondir autrement». Voilà, donc c'est comme ça en fait que j'ai amené les entreprises. Aujourd'hui je travaille avec des gros groupes, je travaille avec, des, des machines de guerre derrière, mais j'ai osé, par l'audace, y aller et pourtant, je suis une femme, je suis noire, j'ai un prénom à connotation, j'ai plein de choses qui auraient pu me freiner
mais j'ai Mmh. décidé de parce que j'y croyais qu'il y avait vraiment une vraie méconnaissance, de ces sujets-là et j'ai pas lâché l'affaire. Voilà, donc on va rétablir encore, la justice. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est assez beau le fait de voir, ce idée de rétablissement qui revient souvent sur ton parcours et sur tes motivations, pour, rétablir la justice, tout Voilà, simplement. tout à fait. Alors pour, poursuivre, il y a une de Daouda, enfin de El Aziz Daouda, qui demande, «Pouvez-vous expliquer les aspects de la santé, s'il vous plaît?» Les aspects de la santé, c'est comme j'ai dit, hein, tout à l'heure, c'est la santé physique, la santé émotionnelle, la santé relationnelle, la santé sexuelle, la santé, sociale, tout ça, on a tendance à les oublier, Mmh. alors que l'une ne va pas sans l'autre. Si on n'est pas, si on me laisse, si on ne me soigne pas, ma santé mentale va être, altérée. Si, ma santé mentale est altérée, ma santé sociale va être altérée puisque je vais être en arrêt et si ma santé sociale est altérée, je vais être, ma santé, émotionnelle, va en prendre un coup, ma santé, relationnelle, donc le couple, la famille, les amis, va prendre aussi un coup, donc c'est petit à petit, si on n'est pas compris, on finit par, rentrer dans une solitude, effrayante et se laisser mourir. Donc c'est très important finalement de comprendre tous ces, ces aspects de notre vie pour, les prendre en considération. D'accord, merci beaucoup et il y a une question de Raphaël qui demande: «Quelle est la différence entre ton métier, donc ce que tu fais, avec, le métier de psychologue?» Alors le psychologue, lui, il va plus traiter des traumatismes. Moi, je ne Mmh. traite jamais de traumatisme. J'ai pas les compétences pour. Par contre, moi, je vais accompagner les personnes à avoir un projet de vie. Ce qui va leur permettre finalement de retrouver ce regain de vie, de force, de courage, pour avancer dans la vie. Donc on va questionner le sens, on va questionner, ce qui fait sens, qui va tr et en questionnant ce qui fait sens, on va retrouver la motivation, on va retrouver, l'énergie, et on va avancer. Voilà, donc moi je suis dans le pourquoi faire et je ne Mmh. suis pas du tout dans le pourquoi la cause. Qu'est-ce qui a fait D'accord. que, j'en suis là aujourd'hui? Ça, je laisse, mais par contre, on travaille main dans la main avec des psychologues. Mmh. C'est-à-dire parfois, on rentre, la première porte peut être la mienne et à partir de Mmh. là, je peux les orienter vers, un psychologue parce que je sens qu'il y a un traumatisme derrière et que, on va y travailler tous les 2 pour, que la personne, en fait, se déleste de ce poids Mmh. et arrive dans un projet de vie qui fait sens. D'accord, c'est assez intéressant. Donc en fait, d'un côté, on a ces traumatismes, qui peuvent parfois conduire à cette vision, de l'avenir comme s'il y avait plus rien après et Exactement. toi, tu viens pour leur dire: «En fait, non, il y a telle et telle solution», et Je ne en donne même jamais de temps, le solution. psychologue Je d'accord. ne Ouais, j'apporte jamais de solution et ce sont des choses que c'est eux qui vont finir, par, trouver leur propre Mmh. solution. Moi, je suis dans le questionnement. Dans le D'accord. questionnement, par exemple, si une personne me dit, «J'ai peur de mourir». Mmh. Je vais pas lui dire: «Oui, tu as raison, tu dois prendre, tel le médicament qu'on t'a donné pour, retrouver la santé». Par contre, je vais lui dire: «Qu'est-ce que tu peux faire pour, ne pas mourir aujourd'hui?» Et donc tu vois la question telle que je l'ai posée, c'est la personne qui va, dire: «Ah bah, pour ne pas mourir, bah, c'est de prendre mon médicament, c'est sortir, avoir une vie sociale, c'est,
trouver mon énergie et quand elle va me dire: «Bah, je veux trouver mon énergie», je vais lui dire: «Et comment tu peux trouver cette énergie-là?» Et du coup, elle va me Mmh. dire, bah, peut-être, me lever déjà, sortir de chez moi, aller marcher, faire des petits pas et cetera. Et petit à petit, on va construire ou déconstruire ces croyances, qui sont erronées, que quand on est Mmh. malade, c'est dormir, et broyer du noir et l'amener petit à petit à vraiment, retrouver, ce qui fait, ce qui va lui donner. Parce que moi, ce que j'ai vécu ne peut pas être transposable à l'autre. Donc si je lui donne des solutions, ce seront des solutions qui sont adaptées à ma propre, personne, parce Mmh. que j'ai eu une éducation, j'ai eu, c'est ma culture, j'ai eu, des expériences de vie qui me font dire que tu vas t'en sortir, je un environnement qui est, sain et cetera et cetera. Donc je ne peux pas transposer ça. C'est d'ailleurs, si je lui donne des solutions, elle va les a cette personne va les appliquer, mais rapidement, elle va se rendre compte que c'est pas fait pour elle. Ça lui ressemble pas. Elle a pas, peut-être, le soutien qu'il faut pour, tenir et cetera et cetera. Voilà. D'accord et c'est là que tout, le sens de l'accompagnement, se révèle parce qu'en fait, tu accompagnes ces personnes-là à elles-mêmes trouver ce qui leur correspond par rapport à ces Exactement, problématiques-là, exactement. hem En espérant que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager, liker sur vos différents réseaux et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour de prochains épisodes. L'association d'Aime vous remercie pour votre écoute.